22h49 sur iTélé, le mondial du Brésil va-t-il se dérouler sans encombre? On se pose la question puisque le Brésil est en ébullition avant le mondial. C'est le titre de ce grand décryptage. Ce soir avec nous sur ce plateau, Charles-Henri Chenu, avocat qui travaille avec le Brésil, qui habite au Brésil, et Sébastien Lapaque, écrivain, journaliste, auteur du livre La théorie de Rio de Janeiro. Pourquoi on se pose la question de savoir si le mondial aura lieu dans de bonnes conditions ou pas? Eh bien parce qu'il y a de grosses grèves, notamment à Sao Paulo. Sao Paulo bloqué par une grève des employés du métro. Est-ce une grève légitime? Pourquoi? On va d'abord, avant de vous retrouver en plateau, partir sur place, rejoindre Elliot Fritel qui est le correspondant iTélé à Sao Paulo. La reconduction de la grève avait été votée hier soir lors d'une assemblée générale et ce peu de temps après une décision de justice du tribunal du travail régional, la jugeant illégale. Le syndicat des travailleurs du métro avait jusqu'à aujourd'hui pour mettre fin au mouvement, sous peine d'une amende de 30 000 € par jour d'infraction. Malgré cette menace, plus de 200 manifestants ont bloqué ce matin l'avenue centrale Vergueiro en mettant le feu à des poubelles et créant ainsi de longs embouteillages dans la ville. Au même moment, la police militaire fermait la station de métro Ana Rosa où s'étaient infiltrés 70 manifestants voulant empêcher les employés non grévistes de travailler. Après avoir été dispersés à coups de gaz lacrymogène, 13 d'entre eux ont été interpellés et emmenés au poste. La station a pu rouvrir ses portes normalement à partir de 8 h. Selon le centre de contrôle du métro de la ville, plusieurs stations devraient également rouvrir leurs portes dans la journée. Du côté du gouvernement, on espère vraiment que ce mouvement s'essoufflera de lui-même avant jeudi prochain, jour du match d'ouverture du mondial. Alors, est-ce que ce mouvement va s'essouffler, comme dit Elliot Fritel? Rien n'est moins sûr. Il y a eu des appels au civisme lancés par les autorités. Pourquoi est-ce que ces appels n'ont pas été suivis des faits? Sébastien Lapaque. Vous savez, c'est quand même un très grand pays, 200 millions d'habitants, donc c'est un mastodonte à remuer. Et l'opinion d'un pays de 200 millions d'habitants ne s'apaise pas, ne se pacifie pas aussi facilement que l'opinion publique d'un plus petit pays. C'est quand même assez composite. Ce qu'il faut dire quand même, il ne faudrait pas non plus qu'on parlait de la classe moyenne qui avait accepté un certain niveau de vie. Il ne faut pas imaginer non plus que ces conducteurs de métro, par exemple, sont devenus des espèces de consommateurs hédonistes. C'est des gens qui, le salaire minimum au Brésil est d'environ 200 € par mois, l'équivalent de 200 € par mois. Peut-être que ces travailleurs de métro gagnent peut-être 2 salaires minimum. Il faut savoir que quand vous vivez dans le centre de São Paulo, non seulement c'est le même coût de la vie qu'à Paris, mais on peut même imaginer plus cher que ça pour se loger ou pour se nourrir, pour les choses de la vie quotidienne, et encore plus pour l'éducation des enfants et pour la santé. Donc ces gens-là n'ont pas une vie très très simple. Je pense que la vie est devenue très chère au Brésil. On a l'impression, on parle souvent d'un pays qui s'est énormément développé, mais il me semble qu'on a souvent parlé de surchauffe, d'un léger ralentissement, les prix ont monté et donc la vie est quand même, pour cette classe moyenne travailleuse, parce que c'est souvent des gens qui habitent à 2 heures ou 3 heures, le problème c'est que les gens se logent très très loin des centres urbains, à Rio ou à Saint-Paul, et quand la circulation devient totalement impossible, parce qu'il faut savoir qu'à São Paulo, il y a 1000 voitures nouvelles immatriculées par jour. Alors je ne sais pas si c'est une légende urbaine, mais je crois que c'est vrai. Il y a 22 millions d'habitants. Quand tout va bien, c'est quasiment impossible de circuler. Alors quand le métro est en grève, ça devient un véritable cauchemar. Donc il faut aussi imaginer 4,5 millions de voyageurs chaque jour dans le métro. Donc les revendications, voilà, il ne faut pas imaginer des revendications de gens qui seraient des privilégiés et qui profiteraient d'un événement comme la Coupe du Monde pour avoir un 13e mois. Non, je crois que c'est des gens qui cherchent à survivre quand même. Charles-Henri Chenu, vous vivez sur place. Est-ce que les Brésiliens sont vraiment contents de cette Coupe du Monde ou est-ce que ça leur empoisonne la vie? Non, il y a une confiscation par le gouvernement brésilien de la Coupe du Monde aux Brésiliens. Les derniers sondages sont assez éclairants. C'est le sentiment sur place. Oui, mais qui est réel. Alors, après, exacerbé par ces manifestations, ce que je trouve très intéressant quand même, c'est, avant de répondre à votre question, c'est que le mouvement est hétéroclite, donc il embrase toute la population. Toutes les revendications se retrouvent dans la rue, avec une difficulté politique de ne pas avoir en face de lui un leader charismatique pour négocier, donc l'asseoir, le contraindre et l'asseoir à la table. Il y a autant de mouvements que de leaders. Et puis surtout, ce qui est très surprenant, c'est la réaction de Dilma Rousseff qui fait donner la troupe du gouverneur de São Paulo et des gouverneurs des villes concernées, qui réagissent de manière extrêmement forte par la police. Souvenons-nous, il y a quelques jours, ces manifestations qui sont pacifistes se sont fait arrêter par la police et traduire devant la justice pour criminels en bande organisée, ce qui ne s'était jamais fait dans l'histoire du Brésil. Ça irait jusqu'à 40 ans de prison, je crois. Donc, vous avez des revendications qui sont légitimes,
une réaction politique par la force qui est disproportionnée et donc une étincelle qui prend et qui met réellement le feu. Ce grand décryptage touche à sa fin. Il nous reste environ 1 minute 30. Je vais vous poser la même question à tous les deux. Est-ce que ce mondial va se dérouler sans problème, Sébastien Lapac? Normalement, ce qui va se passer, ça sera exactement le même scénario que la Coupe des Confédérations l'année dernière, c'est-à-dire les matchs se dérouleront dans les stades et il y aura de la contestation politique en périphérie des stades. Par contre, c'est exactement ce qui vient d'être dit ici. S'il y a une maladresse de la police, ce qui est tout à fait possible, c'est-à-dire que s'il y a un étudiant qui est tué de manière malheureuse... Ça met le feu au pays. Et il faut savoir que le problème de la police brésilienne, c'est qu'elle est habituée à les régler, à mettre la paix dans les favelas. Elle n'est pas habituée à être confrontée à des manifestants politiques. Et donc le risque, c'est que ces gens-là qui sont habitués à aller dans les favelas et à tirer des balles en caoutchouc et à pas... Ils savent faire la guerre, mais pas... c'est peut-être le danger. Le danger, c'est le maintien de l'ordre pacifique. Effectivement, je pense qu'ils s'y emploieront, mais ils ne sont pas aussi bien formés que les CRS en France. Charles-Henri Chenu. Non, les mouvements vont se maintenir, ils vont prendre de l'ampleur, c'est évident. Encore une fois, dans le focus des élections présidentielles qui sont dans quelques mois. Les Brésiliens ne seront pas dans les stades, c'est un regret. Ça sera une très belle fête, et certainement une fête malheureusement qu'internationale. Une très belle fête, mais sans les Brésiliens. Exactement. Merci à tous les deux. Merci Charles-Henri Chenu, avocat qui vit au Brésil. Merci Sébastien Lapac qui a écrit la théorie de Rio de Janeiro. Voilà, 22h56. Restez avec nous sur iTélé. Dans un instant, le grand journal de 23h avec Caroline Delage. Et tout de suite, c'est la météo.